Merci, cher ami, merci Abdilah, chers amis, chers collègues. Je remercie tout d'abord les organisateurs de ces journées, la Philippe, et je remercie particulièrement l'ami El Kerboubi de m'avoir convié à participer à cet atelier par une thématique qui me tient à cœur. Et du coup, j'ai fait quelques propositions et le retard de croissance intra-utérin avec des anomalies de développement a été retenu par les organisateurs. Donc je remercie tous les membres de cette association de me permettre de partager avec vous ma pratique quotidienne, particulièrement relative aux enfants porteurs de dysmorphie et porteurs de différences. Alors, pourquoi j'ai voulu préciser le retard de croissance intra-utérin syndromique? Parce que ça pose beaucoup de problèmes. Tout d'abord, par tous les professionnels qui prennent en charge la maman et le bébé en anténatal, et pour tous les professionnels de santé qui l'accueillent, qui essayent de faire le diagnostic et bien sûr le prendre en charge ultérieurement. Et surtout, le pédiatre. Alors le pédiatre, c'est le premier professionnel de santé qui accueillera à la naissance ce nouveau-né qui présente des différences. Alors, pour partager avec vous mes cas cliniques et pour qu'on puisse profiter ensemble de façon interactive cette problématique d'un bébé qui naît petit et qui a des différences, des anomalies de développement, j'ai préféré faire un sommaire. D'abord une introduction, les définitions et la problématique, l'objectif de cet atelier, les principes de base de dysmorphologie, parce que pour prendre en charge un enfant qui a des différences, nous les pédiatres, il faut qu'on sache et qu'on apprenne, et les jeunes aussi, et nous aussi, on apprend chaque jour, comment examiner un enfant qui a une anomalie du développement. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater, qu'est-ce qu'il faut faire, et comment transmettre aux parents un enfant qui a des soucis de santé et en plus d'une différence qui risque de ne pas être acceptée. Ne pas être acceptée par le professionnel de santé qui l'accueille, parce que c'est sûr, émotionnellement, on est souvent déçu d'avoir un enfant avec une anomalie congénitale qui parfois n'est pas traitable. Et puis, comment l'annoncer aux parents? Et donc, parce que le rôle du pédiatre, c'est de réussir la relation parent-enfant. Cette interaction parent-bébé qui vient de naître et parents qui vont accueillir ce bébé avec des différences. Et donc, je vais présenter des cas cliniques de ma pratique avec des réflexes pratiques pour enfin conclure par des messages à retenir. Alors, tout d'abord, par rapport à la définition, vous savez que le poids de naissance, on parle d'un bébé qui a un poids de naissance petit par rapport à son âge gestationnel. Actuellement, on ne retient plus le mot hypotrophe. Donc, dans un consensus d'obstétriciens en France, on parle plutôt d'un petit poids par rapport à son âge gestationnel, quand le poids de naissance ou le poids fœtal, nous, autant que pédiatre, c'est à la naissance qu'on va le peser. Donc, le poids de naissance de ce petit est moins de 10e de percentile, ou moins de 2 déviations standards. Il est sévère quand il est inférieur au 3e de percentile et c'est un anisme quand le poids et la taille sont inférieurs à moins 4 déviations standards. Alors, le retard de croissance en intra-utérin, c'est un nouveau-né qui a un poids petit par rapport à son âge gestationnel, mais il y a aussi une vitesse de croissance qui s'est ralentie ou qui a une cassure de cette courbe de croissance. Donc, on aura, pour parler de retard de croissance en intra-utérin, il faut qu'on ait en anténatal 2 mensurations de poids de naissance pour dire que ce poids de naissance ne garde pas le même couloir. Et bien sûr, sur le plan anthropométrique, à la naissance, on a besoin de la prise de la taille. Et ceci nous incite à ce que tout bébé à la naissance, qu'on lui prenne toutes les mesures anthropométriques, le poids, la taille à la naissance et le
PC. Alors, le retard de croissance peut avoir un PC normal ou un PC diminué, moins de dixième de percentile ou moins de déviation standard. Alors là, c'est les définitions. Donc là, il y a les courbes de croissance. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Et donc, un retard de croissance en intra-utérin, c'est ce qu'on va voir, qui porte un bébé. Donc, on est devant un bébé qui a une croissance ralentie par rapport à son âge gestationnel et qui a en plus des signes dysmorphiques. Alors, qui dit signes dysmorphiques dit anomalie du développement. Ça peut être association de plusieurs anomalies morphologiques congénitales. Alors, congénitale, c'est-à-dire que c'est à la naissance et que ça s'est développé in utero, mais ça ne veut pas dire automatiquement génétique. Congénital, ça peut être acquis suite à des événements in utero liés à l'environnement. L'origine infectieuse, l'origine toxique, les habitudes alcoolo-tabagiques maternelles, les prises de médicaments. Et ça veut dire qu'en dysmorphologie, c'est vrai que quand on a un enfant qui a une différence, qui a des signes dysmorphologiques, on appelle toujours le généticien, mais le généticien, son rôle, c'est quoi? On travaille avec le généticien. Mais le généticien, c'est de nous faire le diagnostic génétique et le conseil génétique. Mais les autres étiologies, c'est au pédiatre de faire le diagnostic et les diagnostics différentiels. Ce n'est pas parce qu'un enfant qui a un retard de croissance en intra-utérin et qui est différent, automatiquement c'est génétique. Par exemple, le cas d'une microcéphalie. Est-ce que ce n'est pas une rubéole? Est-ce que ce n'est pas une embryophotopathie infectieuse, métabolique, toxique? Avant, en plus, peut-être, il faut penser aussi à génétique. Donc là, c'est le rôle du pédiatre, c'est de penser aussi aux étiologies acquises, in utero, et qui sont évitables. Donc, par exemple, la rubéole congénitale, il est inadmissible qu'à nos jours, qu'on voit une microcéphalie, un retard de croissance, microcéphalie, avec une rubéole congénitale. Il faut qu'on sache impliquer la maman dans la prévention par être sûr qu'elle est vaccinée, protégée, en préconceptionnel ou peut-être en prénuptial et qu'elle soit protégée par la vaccination avant la conception. Et là, donc, dans la dysmorphologie prise en charge par le pédiatre, il y a aussi le volet préventif des pathologies évitables. Et donc là, je pense qu'on a beaucoup à faire dans ce sens. Donc, une anomalie congénitale, et actuellement, on parle plus d'anomalie du développement. C'est une anomalie qui peut être apparente ou inapparente. Un retard de croissance en intra-utérin d'origine fétale peut en apparence être normal, mais ça pourrait être syndromique. Il y a une pathologie inapparente et donc ça veut dire quoi? Quand on est devant un retard de croissance intra-utérin d'origine fétale, il faut faire un bilan malformatif. Parce que la malformation peut être apparente ou inapparente, elle peut être isolée ou multiple, majeure ou mineure, héréditaire ou acquise, structurelle ou fonctionnelle, de découverte anténatale à la naissance, et c'est l'intérêt de la prise en charge précoce et de l'examen clinique, le dépistage précoce, donc la recherche de malformations à la naissance, avant la sortie de la maternité, ou bien d'expression tardive. Et du coup, ces malformations peuvent être soit des agénésies, soit des hypoplasies, soit des dysplasies, atrésies, atrophies, déformation ou ectopie. On a eu le cas d'une petite, elle avait un retard statural, elle avait un poids dans les normes, mais la taille était petite à la naissance. On n'a pas fait attention, elle était née dans une maternité provinciale. La petite a eu un retard psychomoteur par la suite. À 9 mois, pas de position assise, pas de tenue de la tête, une petite taille. Et le diagnostic a été fait, c'était une hypothyroïdie congénitale. Hypothyroïdie congénitale, le médecin
jeune qu'il avait vu, il a pensé petite taille, il a fait un cariotype sans penser que tout retard psychomoteur, taille petite, là, rechercher les causes endocriniennes, normalement, surtout l'hypothyroïdie congénitale, demander un cariotype en pensant au turnaire. Le généticien a vu cette petite, a fait le cariotype, normal, et après, on me l'adresse en consultation, et cliniquement, macroglossie, hernie ombilicale, hypothyroïdie congénitale sur athyréose. Donc, ça veut dire qu'il y a des malformations congénitales qui passent inaperçues, asymptomatiques, mais il faut qu'on y pense, surtout les dépister très tôt avant l'apparition des symptômes gravissimes. Alors, donc là, c'est en dysmorphologie, il y a les syndromes, c'est-à-dire association de signes cliniques et qui seraient pathologiques d'origine génétique, par exemple le syndrome des séquelles qu'on va voir, le William-Burns, ça peut être un Cornelia de Lange, on va voir ces cas-là, ou bien des séquences. Alors qu'est-ce que c'est une séquence? Une séquence, c'est-à-dire qu'un embryon, il a une seule anomalie du développement, et par la suite, vu cette anomalie du développement, elle va entraîner d'autres malformations secondaires à une seule durant sa morphogénèse. Et on parle de séquence. C'est la séquence, par exemple, de la séquence du Prune-Billy. Prune-Billy, il y a l'oligoamnios, il y a le problème rénal qui entraîne donc des malformations par la suite. Et il y a les associations malformatives. C'est par exemple le VACTREL. VACTREL, c'est anomalie vertébrale, imperforation, anomalie anorectale, anomalie cardiaque, anomalie trachéale, œsophagienne et anomalie aussi des extrémités et du rachis. Donc, il y a des associations. Alors, qu'en est-il dans notre pratique? Dans notre pays, on a 650 000 naissances par an. Et on sait que le retard de croissance, selon les études, en moyenne 10%, mais de 5 à 12%. C'est-à-dire, si on prend 10% dans notre population nationale, on a à peu près 650 000, donc on a 65 000 naissances hypotrophes. L'origine fœtale, donc hier il y a eu la séance sur le RCU vasculaire. Le RCU fœtal, c'est les 20%. C'est-à-dire que chaque année, dans notre pays, on a les RCU fœtales. On a à peu près 1300 naissances par an. C'est beaucoup. Et des RCU fœtales avec des anomalies de développement qui pourraient être évitables. Et là, c'est notre action, nous, en tant que professionnels de santé, c'est d'agir sur tout ce qu'on peut éviter pour l'éviter et pour le prévenir, pour éviter la survenue, la prise de médicaments, la dépakine chez la femme enceinte, les produits coumariniques, la prise toxique alcoolo-tabagique, les habitudes alcooliques chez la maman, les infections qu'on peut prévenir par la vaccination. Et puis, il y a les pathologies génétiques qui peuvent être prévues. Il y a des cas dans la famille, et là, c'est l'intérêt de nos collègues généticiens pour le conseil génétique, pour peut-être le diagnostic préconceptionnel. Et il y a aussi les pathologies qui surviennent génétiques de nouveau. Et là, bien sûr, il faut prendre en charge ces enfants. Alors, l'objectif donc de cet atelier, c'est essentiellement de décrire les modalités de prise en charge pédiatrique par le pédiatre traitant des retards de croissance en intra-utérin avec des anomalies de développement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez, par exemple, l'accueil. Ça, c'est un bébé que j'avais reçu à la naissance, qui a un syndrome dysmorphique. Qu'est-ce qu'il a, ce petit? D'accord? Donc, le visage, on a un hirsutisme. Il y a les sourcils qui sont... Il y a une synophrésis ici. Donc là, on va voir plus en détail ce petit. Il a un retard de croissance en intra-utérin. Donc, c'est un faible poids par rapport à son âge, avec même une taille qui est petite, un retard statural associé. À quoi vous pensez? Quel est le premier? Parce que en dysmorphologie,
Souvent, quand on voit un patient, on se rappelle et on ne rate plus les autres qui vont venir. Alors là, c'est un... Qu'est-ce que c'est? Bon, on va voir par la suite. On laisse. Hein? Non. Non. Donc, on en discutera ce cas par la suite. D'ailleurs, c'est un cas, c'est un des cas cliniques qu'on va voir en détail. Parce que ce petit-là, avec toutes ces anomalies, il va survivre. Il peut arriver même jusqu'à l'âge adulte. Et nous, autant que professionnels de santé, un pédiatre, et même parfois c'est le gynéco ou la sage-femme, il faut toujours, on a un message à retenir, il faut toujours préserver la relation parent-bébé. Toujours, toujours, toujours. Parce que c'est très difficile, c'est très lourd pour le médecin, on est tous d'accord, et c'est beaucoup plus difficile pour les parents qui attendent un événement heureux, surtout si le diagnostic n'a pas été fait. Donc si on a un message à retenir entre nous durant cet atelier, c'est de préserver la relation parent-bébé qui vient de naître, ce bébé différent. Première des choses, il ne faut pas culpabiliser la maman, ni la famille, quelle que soit la situation. Deuxièmement, donner de la considération à ce bébé différent. Parce que souvent, on est hors de nous, c'est légitime, on a nos limites émotionnelles, mais il faut qu'on les maîtrise. Donc, donner la considération quand on a une naissance normale, tout le monde est heureux, mais quand un bébé est malade, en plus avec une anomalie du développement qui est difficile à accepter, il faut être indulgent, bienveillant envers ce bébé, envers la maman. Une maman qui a une différence, donc la pauvre. Et en plus, ce bébé-là est souvent, si j'ose dire, maltraité, dans le sens global du mot. Donc il faut être bienveillant, il faut qu'on soit bienveillant et faire comprendre les parents parce qu'ils vont faire leur deuil de cet enfant normal qu'ils attendent. Alors donc le pédiatre va être sollicité par les amis obstétriciens, peut-être en anténatal, si on suspecte une anomalie de développement, souvent à la naissance, ou parfois en postnatal ou durant l'enfance, en consultation, on reçoit par la suite ce bébé-là. Et bien sûr, bien prendre en charge les parents, être bienveillant aussi envers la famille, l'entourage, leur laisser l'espoir. Parce que surtout pour les enfants, bon, je n'ai pas mis là une photo d'un bébé porteur de trisomie 21, mais souvent, quand la naissance est un bébé qui porte une trisomie 21, c'est le drame, et c'est la catastrophe, et c'est le déluge. Or, non, laissons toujours l'espoir. D'ailleurs, il y a une nouvelle association qui les appelle plus trisomie 21, ils les appellent les trésors 21. Et je trouve que c'est très, très mignon. Alors, donc, ces enfants différents, il faut leur donner de la considération. Et donc, les parents vont se poser des questions, et nous aussi, en tant que professionnels de santé, on va se poser les questions. Pourquoi cette anomalie de développement? Ou pourquoi ce syndrome? Quelles sont les complications? Est-ce que c'est un bébé qui va survivre? Est-ce qu'il a des pathologies sous-jacentes? Quel est le pronostic, surtout sur le plan intellectuel? Parce que les parents, c'est le premier souci des parents. Est-ce que c'est un enfant qui va aller à l'école? Est-ce qu'il va être accepté? Et surtout, puisqu'on est dans un contexte de retard de croissance en intra-utérin, qu'en est-il de la croissance? Est-ce qu'il va rattraper? Est-ce qu'il y a des traitements, surtout l'hormone de croissance? Et là, est-ce qu'elle a sa place? Puisque c'est des anomalies qui surviennent en anténatal très précocement, donc dès l'embryogénèse, il y a un retentissement aussi sur le plan neurologique. Donc les parents vont nous dire, est-ce que mon enfant va pouvoir aller à l'école? Est-ce qu'il va être intellectuellement normal?
Et du coup, il faut répondre à ces questions. Et est-ce qu'il y a des traitements? Et puis surtout, si c'est des parents jeunes, si c'est leur premier bébé, et d'ailleurs, j'en vois beaucoup des mamans très jeunes, la vingtaine, avec des bébés ayant des anomalies du développement, ils vont nous poser la question, quel est le risque de récurrence? Et donc, le patient est au centre d'un réseau de soins qu'on doit savoir le maintenir et que ce soit un réseau de soins fluide pour ces parents. Parce que souvent, un, il faut qu'ils acceptent, deux, il faut qu'ils admettent donc, cette prise en charge lourde, et le pédiatre, qui est souvent le premier médecin qui a accueilli cet enfant, va avoir plusieurs fonctions. D'abord, qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'enfant s'adapte facilement à la naissance? Est-ce qu'il a un bon état d'adaptation à la vie extra-utérine? Est-ce qu'il y a un diagnostic précis? Est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce qu'il y a une malformation à prendre en charge de façon urgente? On va appeler aussi le généticien, parce que si on n'arrive pas, on se dit plutôt c'est génétique, donc on va l'adresser en consultation génétique et on va faire toute une prise en charge multidisciplinaire et aussi interprofessionnelle. C'est-à-dire quand j'ai un enfant, par exemple, un enfant qui est porteur d'une trisomie 21, bon, le diagnostic, elle est là, sur le plan clinique, on fait le bilan, le cariotype s'est confirmé rapidement, mais n'oublions pas que ces enfants ont une hypotonie, ont un retard des acquisitions psychomotrices, n'oublions pas, et ça c'est important de les adresser en psychomotricité dès le premier mois de vie, parce que ça les stimule, ça permet aux parents d'accepter leur parentalité avec un enfant qui a des soucis de santé. Et donc, une prise en charge globale et intégrée. Vous pouvez m'interrompre si vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, je vais vous interrompre. Oui. Donc, je vois deux grands absents, le neuropédiatre et le psychiatre pour les parents. Alors, il y a... Je pense que c'est plus une indication, plus que le pédopsychiatre. Alors, le neurologue, au fait, le neuropédiatre, il est là. On voit beaucoup de malades dans ce sens. Oui. Le neurodéveloppement, ça fait partie du grand... La neuropédiatrie, voilà. Je suis parfaitement d'accord, mais le pédiatre, il est là. Je n'ai pas détaillé les spécialités pédiatriques. Surtout pour la maman. Je n'ai pas détaillé des spécialités pédiatriques, ni cardiologiques, ni urologiques. Aussi, j'espère qu'on aura une spécialité de dysmorphologie pédiatrique pour réussir ce réseau de soins. Et aussi l'entéropathologie et la nutrition, parce que ces enfants, oui, il y a le pédiatre de ville. Multidisciplinaire. Multidisciplinaire, interprofessionnel et même penser à leur intégration socio-éducative. Il faut qu'on sache orienter ces enfants vers l'assistante sociale, vers les centres qui les prennent sur le plan socio-éducatif, parce que ces enfants peuvent être intégrés dans des écoles normales, être acceptés par leur père. Et là, c'est aussi un travail à nous. On a notre petite graine à ajouter. On a des psychomotriciens qui sont aptes à gérer des enfants. Oui, au fait, c'est pas, on apprend. C'est-à-dire que si on ne les adresse pas aux psychomotriciennes, ils ne vont pas avoir l'habitude. Il y a des psychomotriciennes, par exemple au service de Pédieu, je lui adresse, la psychomotricienne qu'on a au service, je lui adresse les enfants, les bébés trisomiques. Alors, elle fait une première évaluation avec la maman. Elle apprend à la maman qu'elle a des compétences avec son bébé. Elle l'aide à réussir l'interaction maman-bébé et papa aussi bébé, parce que parfois le papa, mais souvent pour les trisomiques, ce que j'ai constaté dans ma pratique, le papa est heureux. C'est la maman qui se culpabilise. Bon, peut-être j'ai des papas exceptionnels, mais je ne sais pas. Mais c'est vrai.
Et la maman qui est déprimée, qui Les se mamans culpa- expriment leurs émotions, les papas les cachent. ouais, je c'est pense. bien, c'est une force. C'est possible, là même les externes, aussi les externes. Et bien sûr, on adresse aussi ce qui est très intéressant, c'est déjà mettre au contact la maman avec d'autres mamans qui ont ces enfants. Les associations, les centres d'ailleurs. Alors là, c'est surtout le parcours de soins médical, mais je vais y arriver, c'est un parcours de soins global, intégré et socio-éducatif. Et d'ailleurs, on en a, il y a le Centre national Mohamed VI des handicapés, il y a les associations, l'AMSAT, il y a beaucoup d'associations, et ça permet à ces mamans de ne pas être seules et de voir que ces bébés, parce que dès que j'ai le cas des mamans qui, sur la table de césarienne, on ne fait pas attention que la maman est sous rachis anesthésie, et elle entend qu'elle a un bébé trisomique. Donc, c'est la catastrophe. Et donc, il faut qu'on fasse attention. D'accord. Alors, les neuropédiatres, bien sûr, et la prise en charge neurologique, bien sûr, prise en charge globale. Alors, le rôle du pédiatre, donc, quand on a un bébé différent, quel que soit l'âge de ce bébé ou de cet enfant, bien sûr, l'approche diagnostique et l'information aux parents. Donc, ça devrait être une information claire. Ça doit être une information. On peut ne pas tout dire aux parents. Et une information loyale. C'est-à-dire que les parents doivent d'abord comprendre un peu pourquoi leur bébé a ces anomalies du développement, mais réussir cette interaction parent-bébé. Essayez de la réussir en déculpabilisant les parents et en essayant de parler de quelques compétences au moment de l'examen que l'enfant fait, de valoriser ce qu'on est en train de voir, de ne pas axer surtout sur la différence. Alors, dans ma pratique quotidienne, j'ai eu le cas d'un papa qui n'a pas pu toucher son bébé. Je l'avais reçu, je pense, de Tanger il y a quelques années. Et j'avais eu une phrase magique en lui disant que quand on attend un bébé qui est normal, on est heureux, sévère, mais un bébé qui est malade, comme quand nous on est malade, on a besoin de plus d'attention et de plus d'affection, parce que personne n'est indemne d'une pathologie gravissime. Je leur dis comme ça, quel que soit l'âge, peut-être que ces enfants-là ont eu cette maladie in utero, mais personne n'est indemne d'une pathologie après qui pourrait être handicapante. Et donc, et du coup, il l'a pris sur le champ dans ses bras. Et là, bien sûr, attirer l'attention que c'est des enfants qui ont besoin de beaucoup de bienveillance. Asma, tu touches un point qui est très très important et surtout pratique. Nous, on fait chaque jour 4-5 réceptions de bébés et je parlerai rien que de la trisomie 21. Donc, on envoie minimum 2 par mois et le lendemain, quand on vient voir la maman, on n'est pas bien. Sincèrement, on n'est pas bien. Déjà, est-ce que je dois parler du diagnostic à la maman le premier jour alors qu'elle va allaiter, elle est heureuse parce qu'on la voit généralement le lendemain. Donc moi, personnellement, le fait qu'il y a beaucoup de mamans qui quittent la clinique le lendemain, on ne les revoit jamais. Le fait de ne pas leur dire tu n'as pas fait de diagnostic. Et la première phrase de la maman, elle lèche. Pourquoi? C'est la faute à qui? Et je pense que tout se joue les premières minutes. D'abord, il faut toujours parler en présence du papa. Et toi, tu as trouvé donc la phrase magique. Moi, je l'ai trouvée aussi. C'est la faute au bon Dieu. Peut-être j'aggrave les choses. C'est pas de votre faute, c'est pas de ma faute, moi non plus, parce que ils ont toujours tendance à culpabiliser le gynéco, là le pédiatre, wesh. Donc, c'est un accident de parcours pendant la formation et le développement du nouveau-né. Le bon Dieu, donc, le plus important, je te des exemples. J'ai une fille trisomique qui a maintenant 25 ans, elle est championne de basket. J'ai des enfants de médecins jeunes
تيمشيو ليكول تيهضروا حسن مني بالفرنساويه. Et l'anglais? Moi, Non. j'ai une petite de 10 ans qui parle anglais, Elle est qui fait des autiste. dessins. Elle est autiste. Non, là, elle est Oui, scolarisée. peu importe, Non, pour non, ne non. pas changer de... Elle est scolarisée, c'est une maman De toute façon, qui fait le maximum, les parents font le maximum, mais moi j'ai juste une réflexion par rapport à ce que tu viens de dire, Oui. Abdelilah. Et tu donnes toujours des exemples, ce sont les enfants les plus gentils, un chromosome de la gentillesse l'Isaïd, et quelque chose de l'Isaïd, machine. C'est un trésor. De toute façon, il faut apaiser leur angoisse. Oui. L'avenir, on n'a pas le droit de leur dire non, ils vont être normaux. Là, il faut revenir les phrases classiques. Moi, je pense. Et surtout, il ne faut pas avoir peur ou la honte de ces enfants. الناس كيفاش غيشوفوا فيهم تقول ما يشوف فيهم الشوفه ديالك انت لولدك الا انت خرجتي الجرده وعندك ولا شتي فيه وكدابزين لي جون غيشوفوه كوم سا فالوريزي فوتر انفون هضروا معاه بزاف دخلوا لهذا عطيه رسم et surtout quand ils n'ont pas de malformation cardiaque là il faut leur donner le maximum de données positives je pense et j'ai de bons résultats sur ça sincèrement. Oui, justement, c'est-à-dire, alors le message à retenir, si je peux transmettre ce message, c'est ne culpabiliser personne. Alors, bon, ça dépend chacun comment il voit les choses. Mais personnellement, je me dis que toute situation difficile est une situation d'apprentissage et c'est une situation qui tire souvent vers le haut. Et du coup, un bébé qui a une différence, c'est un bébé qui a cette différence, il y a une prise en charge à faire. Déculpabiliser les parents. On est dans la vie et personne n'est indemne de maladie, ou toute maladie fait al khair. C'est ça ce que je dis moi aux parents. Ça dépend de leur culture, ça dépend, mais si je trouve que c'est des parents qui ont besoin d'être réconfortés, je leur dis, cette situation, c'est un trésor. Dans le sens du terme, pas matériel, mais immatériel. Donc, pour moi, ne culpabilisez pas du tout, ni la situation, ni les parents, ni l'entourage, ni personne, et plutôt voir que ces différences, peut-être elle va développer en nous notre côté de bienveillance. Peut-être ça va développer en nous le bon côté qui est parfois caché. Et nous revoir, nous, à ta façon de travailler. Ça nous donne plus de réflexion sur notre façon de faire. Et du coup, donc, après l'information des parents, et ce qui est très important, c'est l'implication d'un psychologue. Si les parents ont besoin d'un psychologue, ont besoin ou bien d'une personne sage de leur famille, parce que souvent, vous l'avez très bien dit, c'est l'impression des autres. Comment ils vont voir mon bébé? Est-ce qu'il va être accepté? Est-ce qu'il va travailler? Est-ce qu'il va se marier? Qu'est-ce que je vais faire après si je ne suis pas là? Donc tout ça, c'est... Et oublier un peu cette pathologie, au moins dire à la maman, aucune maman, personnellement, aucune maman qui donne un bébé qui a une différence, c'est la maman. Ou le papa. Parce que ce que je dis, que c'est des trésors. Mais il faut le prendre du bon côté. C'est difficile, il faut prise en charge psychologique du médecin et de la famille. Mais au moins pour qu'on puisse donner le maximum à ces enfants-là et bien sûr dans leur environnement familial. Et puis la question que vont poser les parents, est-ce qu'il y a des mesures thérapeutiques? Est-ce que ça se guérit? Et je vais vous montrer le cas de syndrome de Mébius que j'ai eu, bon, il doit avoir maintenant une 20aine d'années, sinon plus. Et la maman qui n'a pas les moyens, qui a tout fait pour son bébé. Tout ce qui pourrait être fait, elle l'a fait. Une maman qui s'est acharnée, c'était son premier bébé. Elle était jeune. Et je pense que j'ai mis ces photos quand il est devenu adolescent. Alors, le suivi et évaluation du pronostic, donc il faut qu'on réponde aux parents. Bon, c'est vrai, c'est des pathologies très rares, en dehors des anomalies chromosomiques. Alors, pour le pronostic, tout d'abord, parfois, c'est des syndromes qu'on ne connaît pas.
Donc, il faut qu'on lise, il faut qu'on consulte les collègues, il faut qu'on ait l'avis du généticien. On ne peut pas tout dire, mais simplement, ce que je fais durant le premier contact avec la parent et lors de la première consultation, je dis ce que le bébé fait de bien, le positif. Le reste, je dis que c'est pour, après, on va évaluer par la suite. Et puis, s'il y a des démarches préventives, il y a les toxiques, il y a prise médicamenteuse, il y a les infections. Donc, il ne faut pas qu'on rate ces pathologies, ces mesures préventives par rapport à ces étiologies. Alors, l'examen clinique. Ben, ça dépend du professionnel de santé, du pédiatre, et ça dépend de, par exemple, il accueille les bébés à la naissance, donc il est là les premières minutes de vie. Donc je pense que tout pédiatre qui accueille les bébés à la naissance, on s'occupe de la maman et du papa, Mbark Msoud. Ou peut-être le bébé راه عنده واحد الحالة اللي خصها شي علاج ولا ديك الساعة غنشوفوا على حسب. Mais au moins qui préserver la relation parent-bébé. Si c'est un parfois, alors il y a les parents qui ont déjà fait le diagnostic prénatal. Ils savent déjà qu'ils ont une trisomie 21 par exemple, ou là une pathologie. Et c'est la grossesse elle est là, la maman va accoucher. Moi je vois que l'intérêt dans notre contexte personnel, c'est un avis personnel, du diagnostic prénatal, c'est d'abord préparer la maman à un accueil d'un bébé différent et préparer qu'elle a déjà travaillé son deuil. Alors le deuil au début, il y a le refus, il y a le déni, il y a la colère, après l'acceptation, après et souvent, c'est un travail que j'avais fait avec Amina Belhassan pédiatre dans son cadre de son PhD, les parents qui ont eu des enfants trisomiques, pour eux, le diagnostic prénatal leur permettrait d'accepter mieux ces bébés et d'avoir une idée. Parce que pour les parents, quand ils entendent trisomie 21, c'est un bébé qui ne va jamais marcher, il ne va jamais parler, il ne va jamais rien faire. Bon, là, c'est une autre discussion qu'on peut entamer. Il faut insister sur le diagnostic anténatal. Donc, il y a normalement une consultation de morpho chez les gynécos. Je ne critique pas les gynécos, mais je pense personnellement, ça fait 33 ans que je fais les réceptions de bébés. On passe à côté de beaucoup de choses parce qu'une échographie morphologique, ça demande un minimum de 1 heure. Et les gynécos n'ont pas le temps pour faire ça. Je pense que les femmes enceintes doivent faire cette consultation chez les radiologues, qu'elles soient chères ou pas. Quand on fait un diagnostic à, c'est pas 20 semaines, et la maman elle est déjà préparée, puis qu'ils prennent leur décision, le papa et la maman, c'est pas comme ça va être indulgent, comme tu viens de dire tout à l'heure, à la naissance on découvre des choses grossières qui auraient pu être diagnostiquées avant. Et même la maman, quand elle vient des fois, elle nous dit, voilà le gynéco, là, le radiologue m'a dit que l'enfant il a un rein en moins, elle est préparée, elle attend ça, il n'y a aucun problème. Mais si tu dis la tête, tu dis il est trisomique. Oui. Elle avait les critères pour faire. Est-ce que c'était une maman âgée? Justement, bon. Ou c'est des mamans de quel âge? Ce qu'on peut dire, au fait, il faut préserver la relation gynéco-obstétrique, c'est-à-dire quand un collègue a pris une décision, souvent on ne peut pas se fier au dire des parents. Est-ce que vraiment il n'a rien dit? Est-ce que donc point d'interrogation, tout ce qu'on n'a pas entendu nous-mêmes, point d'interrogation. Et encore, même si on l'entend, l'intention. Donc. Juste sur la clinique, ou bien
vous parlez d'une. Selon les traits, cliniquement, on peut dire que c'est il faut faire un cariotype pour avoir la confirmation du diagnostic ou vous le lancez. Moi, à la naissance, je suis sûr et certain que c'est un trisomique, il est évident. Donc, je parle avec la maman, on soupçonne. C'est une façon de. C'est ça. Mais il faut faire cet examen. Mais le problème, il ne le fasse pas. Tu dis qu'après 6 mois, 7 mois, ou là, trisomique, donc, il faut toujours donner une ordonnance. Ça, c'est très important. Écrire sur le dossier de. Oui, parce que ce bébé a un dossier. Ça, c'est très important. Et puis lui donner le temps qu'elle se prépare. Moi, dernièrement, j'ai eu un bébé, le papa, il avait une cardiopathie. Il avait dit le CIB, c'était le CAP à la naissance. Il m'a dit, j'ai juste une question. Est-ce que c'est un trisomique? Je ne sais pas. C'était la seule question qu'il avait posée. Mais est-ce que j'ai le droit de lui dire oui, c'est un trisomique ou là, il faut attendre? Il ne faut jamais être affirmatif. Alors, Parce qu'il y a la psychologie de la maman. Moi, je me rappelle, une maman qui est cancérologue, très connue, que je suivais déjà ses 2 premiers enfants, et puis je reçois le 3e qui était trisomique. Et quand je lui ai dit ça, c'était la négation totale. Non. Avec tous les médecins. Docteur Madani قال لي ولدي trisomique وخلعني ومشى لي الحليب. Elle a admis le diagnostic 1 année après. Donc il y a des cas particuliers, surtout les médecins. Quand tu l'as, il m'a dit, attendez, il a vu le bébé, il m'a dit, c'est un trisomique. Oui, mais il faut confirmer. Toujours, il faut confirmer par le. Parce qu'il y a autre chose qui peuvent donner ça. Alors, si je peux répondre, quand les traits sont là, alors ce qui est très important, c'est préserver l'état psychologique de la maman. Moi, c'est ça, c'est mon principe. C'est-à-dire, et la relation parent-bébé. Quand le diagnostic est là, je vois d'abord l'impression des parents. Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils acceptent ou n'acceptent pas? S'ils n'acceptent pas, je laisse toujours le doute. Je leur dis, les traits sont là, mais la confirmation 100%, c'est le prélèvement sanguin. Et là, je leur laisse encore l'espoir, le temps de dépasser leur deuil. Du coup, quand on leur laisse toujours cet espoir, ce n'est pas pour nier la réalité, mais c'est au moins pour qu'ils l'acceptent et qu'ils dépassent émotionnellement cette situation difficile. Parce qu'il y a des mamans qui ont des bébés trisomie 21, elles n'acceptent pas qu'on leur dise que votre bébé est malade. Elle est médecin. Elle dit non, il porte un chromosome de plus, mais il n'est pas malade. Moi, je veux bien si ça lui permet de laisser son équilibre psychologique. Mais en lui disant, c'est vrai qu'il porte un trésor, et c'est l'association qui a fait, l'association des trésors 21, c'est un trésor, c'est des bijoux, mais ces bijoux peuvent parfois donner des petits soucis de santé qu'il faut qu'on les accompagne, qu'on les identifie. Donc il faut surtout préserver l'état psychologique des parents. Je pense que c'est le message qu'on doit retenir. Puis il faut leur laisser le temps. Hein. Oui, bien sûr. Parler de deuil, je trouve que c'est un mot qui est un peu très fort, c'est-à-dire le temps d'acceptation. Et ça, sur le plan, je ne sais pas comment l'appeler, on passe tout le monde passe par cette phase, en face d'un drame. Une faillite, une mort, une malformation. Et ça commence toujours par la négation, ça se termine toujours par l'acceptation. C'est les moments difficiles de la vie. Ce que je dis aux parents, c'est des moments difficiles, mais ça ne peut rendre que plus fort si on va dans le bon sens. Mais bien sûr, ce n'est pas facile. Même si le parent est un professionnel de la santé, il faut que l'environnement soit fertile à leur bien-être. Il faut leur expliquer que c'est une difficulté, ce n'est pas un problème. Je pense que c'est ça le plus important, parce que les gens mélangent les deux. Oui, oui, Atika. Je le dépasse. J'annonce un petit peu la naissance. Je donne une ordonnance, puis la cariotype, CRP-TSH. Après ça, يمشيو الناس وهذا ويجيبوا لي التحليل. تقول لي لا تقول لها واحد التحليله عندي الشكل هذا نشوف الميكرو ونشوف الغده الدرقيه ونعطيوها للدراري
calmement, et j'ai un exemple d'une trisomie qui a 36 ans, qui est très attachée d'abord à sa maman et à moi aussi. Et la maman a 6 enfants, moi le 6e. Elle a son mari, alors elle le trisomique, هو اللي يجيب sa maman, parce qu'elle a vraiment مهملي وخدا تاكسي، alors que الكبار اللي خدامين خرجوها من الدار. Donc ديما نعطي ليكزومبل هاد السيدة، 36 ans. Ce chromosome de plus, ça. Les champions donc en natation, de la pâtisserie. Alors, c'est très bien, d'accord. Donc, oui. Non invasif. Le dépistage non invasif, anténatal, ça se fait à un laboratoire ici sur Rabat. Ouais, c'est au gynéco de répondre. Je pense que c'est très très important, c'est notre faute parce qu'on fait des congrès pédiatriques et eux ils font des congrès de gynéco. Et normalement on doit démarrer les confrontations. Ça a été fait hier. Il y avait hier la gynéco. Non, moi je pense qu'il faut qu'on démarre un congrès pédiatrique et pédiatre et gynéco. Multidisciplinaire. Où on parle de tous les problèmes qu'on a en commun. C'est très important. On avance pour arriver au cas clinique. Alors, maintenant, on est devant un enfant qui a une différence. Comment l'examiner? Alors, l'examen, quand il y a des différences, ça devrait être, bien sûr, un examen minutieux. Alors, l'examen clinique, l'interrogatoire. Il faut interroger les parents sur leur antécédent, l'antécédent de la maman, le risque infectieux, métabolique. Parfois, la maman a une phélicétonurie. Et les bébés de maman phélicétonurie ont aussi microcéphalie, retard de croissance et tout ça. Donc, l'antécédent de fausse couche, circonstances de déroulement de la grossesse. Est-ce qu'il y a l'âge parental, l'âge aussi du père est incriminé. L'accouchement et période néonatale. Est-ce qu'il y a eu un retard identifié en anténatal? Est-ce qu'il y a eu des malformations identifiées? L'examen dysmorphologique de l'enfant, c'est un examen qui doit être minutieux, détaillé, du crâne, de la tête aux pieds. Donc l'examen du crâne et du visage permettrait bien sûr de rechercher des critères mineurs, mais aussi des critères majeurs. Alors les critères majeurs devant une dysmorphie, parce qu'un enfant qui est dysmorphique, est-ce qu'il va vivre? Est-ce qu'il y a le pronostic qui est en jeu? Et les anomalies majeures, c'est quand le pronostic vital ou fonctionnel est en jeu, quand il y a une altération de la fonction, d'une fonction de l'organisme et bien sûr qui nécessite une intervention chirurgicale. Et les malformations mineures, il faut faire attention parce que c'est l'ensemble des malformations mineures qui peuvent nous orienter vers un syndrome, tel la trisomie 21, tel d'autres syndromes, le tache caféolée, les taches hypopigmentées, un rétromicrognatisme. Et ces éléments mineurs, il faut savoir les rechercher. Donc, une anomalie majeure ou mineure, donc on va avoir des troubles qui peuvent être fonctionnels, esthétiques et aussi surtout psychologiques. Parfois, une fente labiopalatine isolée, c'est dramatique pour une maman quand elle voit son bébé avec une fente labiopalatine. Donc, il y a un retentissement psychologique. L'examen de la tête, bien sûr, le PC, pour identifier est-ce qu'il y a une microcéphalie, macrocéphalie, est-ce qu'il y a une craniosténose, et bien sûr identifier les anomalies du crâne, une brachycéphalie, trichonocéphalie, une plagiocéphalie. Aussi l'anomalie de l'étage supérieur du visage, donc les cheveux. Est-ce qu'il y a une hypertrichose, alopécie, l'implantation des cheveux comme cette petite,
Et nous allons voir le diagnostic par la suite. L'aspect des yeux. Là, c'est un bébé que j'avais reçu en consultation à l'âge de 1 an et demi parce qu'il avait un retard psychomoteur. Maintenant, il doit avoir les 15-16 ans. Donc, l'aspect, voilà, l'aspect d'un bébé évoquant et orientant vers la trisomie 21, la région périorbitaire, les sourcils, est-ce qu'ils sont fournis, est-ce qu'ils sont clairsemés, le synophrys, distance interorbitaire, hyper- ou hypotaylorisme, les fentes palpébrales, l'orientation, l'épicanthus, télécanthus, le ptosis. J'ai eu des bébés avec des ptosis, une microphthalmie. À peine, la petite, à peine elle peut soulever pour voir. Et là, on en voit. Donc, les globes oculaires, il faut les examiner. Il faut voir la coloration des sclérotiques, l'iris, leur forme et la motricité. Donc, est-ce qu'il y a... Ça, c'est par la suite. Après, l'étage moyen, c'est important aussi. Donc, les pommettes, le philtrum. Donc là, voilà, il y a la fente labiopalatine bilatérale. On voit aussi les oreilles, il faut les examiner. Est-ce qu'il y a une micro-scie ou bien bas implanté? Le nez, est-ce qu'il est bien dans les normes et où là, il y a des anomalies? Alors, les extrémités, c'est aussi examiner les extrémités. Est-ce qu'il y a anomalie au niveau des orteils? Alors, ce petit qui a le syndrome de Mébius, on va le voir, c'est... un enfant qui était comme ça, voilà, il a grandi, regardez, avec sa paralysie faciale. Et c'est la maman qui a fait une prise en charge. Il a été pris en charge en orthopédie pour ses syndactylies. Il avait un retard de croissance en intra-utérin, mais il a rattrapé en post-natal. C'est un enfant qui a gardé la paralysie faciale. Et ce syndrome de Mébius, c'est un problème de vascularisation. C'est des mamans qui ont saigné peut-être au début de grossesse avec problème de vascularisation qui donnent ça. Et le diagnostic a été fait par un généticien que j'avais fait une consultation avec professeur Verlos ici à Rabat. Et d'ailleurs, c'était en congrès de neurologie pédiatrique en 2018. Et on avait fait une consultation au service de P2. Et dès qu'il a vu, à l'âge 13, je pense un peu moins, plus jeune que ça, c'était un syndrome de Mébius. Et on a expliqué toute paralysie néonatale, il faut penser au Mébius. Oui. Et du coup, c'est des diagnostics. Là, c'est une agénésie radiale. Agénésie radiale, il faut rechercher des taches purpuriques. Et des taches purpuriques, c'est les thrombopénies, agénésie radiale, c'est le syndrome de Tarr. Et ça se voit avec un état préleucémique. Donc c'est très rare. On a eu un cas au service et on a fait un staff sur ce patient. Par la suite, on est arrivé au diagnostic de syndrome de Tarr. Alors, voilà, les extrémités, les pieds, bien les examiner. Est-ce qu'il y a une hexadactylie, ectrodactylie? Le thorax, ne pas l'oublier. Les organes génitaux, c'est important. Par rapport aux organes génitaux, est-ce qu'il y a une anomalie du développement sexuel? Est-ce qu'il y a une cryptorchidie? C'est important. Hypospadias, il faut le signaler. Un scrotum bifide, un micropénis. Et puis le revêtement cutané, est-ce qu'il y a des taches pigmentées, l'élasticité, la photosensibilisation et les proliférations vasculaires, les hémangiomes, les lésions de neurofibromatose. Et bien sûr, devant une anomalie, toute malformation appelle à la recherche d'autres malformations par un bilan radiologique, bilan malformatif, écho-abdominal, rénal, le TF si un bébé a toujours sa fontanelle ouverte, l'écho-cœur, il y a le cardiopédiatre qui est avec nous, Leïla, c'est important. Un cœur malade, ça change tout. Et une cardiopathie congénitale, est-ce qu'elle se développe sur un terrain particulier? Est-ce qu'il y a un terrain particulier? Est-ce que c'est un Dijorge? Est-ce que c'est une trisomie 21? Est-ce que c'est une anomalie chromosomique de structure ou de nombre? Est-ce que c'est une pathologie génétique? Les radios, le squelette, la radio du crâne, les extrémités, le bassin. Toute anomalie des pieds. Recherchez ce qui se passe au niveau de hanche. Pied bout, pied varus, génu valgum, une radio du bassin.
Bilan biologique, il y a le syndrome de Williams-Burn qu'on va voir. Ils ont des hypercalcémies néonatales. Le gène, il agit sur l'élastine avec un problème au niveau aorte, donc de sténose. Et du coup, un ionogramme à la recherche d'une hypercalcémie néonatale, rechercher ce qui se passe dans le cœur avec le retard de croissance, et on va voir les critères dysmorphologiques de ce syndrome de Williams. Une numération formule, nous avons vu anomalie radiale, on peut penser au Fanconi, on peut penser s'il y a la thrombopénie au syndrome TAR. Et bien sûr hormonal, parfois, en plus de la dysmorphie, il y a un déficit en hormones de croissance. Il y a une hypothyroïdie associée. Et bien sûr, une consultation avec le généticien pour discuter du bilan génétique. Et tout bébé qui a un syndrome dysmorphique, on demande un cariotype pour être sûr, sauf si le diagnostic est frappant, mais généralement, on peut se permettre de demander un cariotype, au moins pour dire qu'il n'y a pas d'anomalie chromosomique de structure ou de nombre, et puis une étude génétique moléculaire avec le généticien, on en discute avec le généticien, qui nous aide aussi. Le généticien, il a un œil plus pointu par rapport aux signes dysmorphiques. Et donc, si on n'a pas l'habitude d'examiner ces enfants avec ces différences, parfois on peut passer devant des signes mineurs qui peuvent évoquer diagnostic. Donc, on arrive au cas clinique. Alors, voilà, un bébé qu'on accueille à la naissance avec implantation basse des cheveux, synophrys, un rétro-micrognatisme, donc comme un syndrome de Pierre-Robin associé, anomalie des extrémités, l'hirsutisme, syndactylie au niveau des pieds. Quel est le premier diagnostic à penser? Dès qu'on voit ce bébé, on ne va plus jamais oublier les autres. C'est le syndrome de Cornelia-de-Lange. Dès qu'on voit ce premier, c'est le coup d'œil, ce qu'on appelle le coup d'œil à la salle d'attente. Donc, dès qu'on voit un bébé, on ne va plus l'oublier. Alors, ces bébés, ils ont donc cet aspect de cheveux bas implantés, de synophrys, les sourcils fournis, et avec des anomalies squelettiques et des extrémités, parfois sévères, parfois moindres. Donc là, c'est un bébé avec des anomalies, une ectrodactylie, un fil tremblant, un nez retroussé, parce que quand on voit les narines, c'est-à-dire qu'il s'est retroussé, des cils qui sont longs, et c'est pathognomonique. Donc, c'est un retard de croissance intra-utérin sévère et aussi postnatal. La problématique de ces petits, c'est troubles d'alimentation. Ils ont une microcéphalie, l'hirsutisme, hypertrichose. Ils ont une oligodactylie, un retard psychomoteur et déficit intellectuel, en plus de ce qu'on a vu comme signe dysmorphique, les narines antéversées, bouche en chapeau de gendarme, avec les extrémités de la bouche qui sont tombantes, anomalie des mains et des pieds, donc c'est des anomalies réductionnelles, parfois. Et la problématique sur le plan de prise en charge pédiatrique, c'est le reflux gastro-œsophagien. C'est des enfants qui vomissent beaucoup et qui prennent très difficilement le poids. Donc, il faut une prise en charge nutritionnelle. C'est Saïd, il est avec nous. Et parfois, on le confie pour faire, parce qu'ils ont des reflux très importants, on se dit, est-ce qu'ils n'ont pas une œsophagite associée? Et on les adresse en gastro-entérologie pédiatrique. Donc, ils ont un retard de croissance en postnatal. Et ils développent des surdités parce qu'ils font des otites moyennes aiguës. Donc, tout enfant qui a une anomalie des malformations, il faut voir, est-ce qu'il voit bien? Est-ce qu'il entend bien?
Donc et une prise en charge psychologique, rééducationnelle, une psychomotricité. On les adresse aussi en orthopédie par rapport à leurs anomalies de membres. Donc, c'est une affection qui est souvent de nouveau. Il y a 6 gènes qui codent et qui régulent le complexe de coésine. Alors, dans ces Cornelia de Lange, là, il y a les chromosomes et il y a une anomalie ici au niveau de l'assemblage de la coésine aux chromatides, sœurs, et le gène, le 6 gènes, le plus fréquent, il est au niveau de 5p 13.2 et c'est la plus fréquente. Il y a d'autres gènes, donc là c'est les généticiens qui s'en occupent, mais qu'on sache aussi qu'ils ont un problème d'élasticité. Et le fait que ces problèmes d'élasticité, donc, ça entraîne des membres réductionnels, retard psychomoteur, ils peuvent être auto-agressifs par la suite, ils peuvent présenter des troubles autistiques. Donc, on les adresse en pédopsychiatrie ou en neuropédiatre, troubles d'apprentissage. Alors là, c'est comment faire les critères. On peut faire donc le diagnostic que par la clinique à travers donc, ce score qu'on évalue. Donc, soit on est devant un Cornelia de Lange typique, si le score dépasse les 11 points, parfois non typique, et parfois entre 4 et 8, avec un critère majeur. Le critère majeur, c'est quoi? C'est les sourcils épais et synophrys, le nez court, concave ou narine antéversée, le philtrome lent, le vermillon de la lèvre supérieure qui est fin, et les coins de la bouche qui sont retournés, l'oligodactylie et l'hernie diaphragmatique congénitale. Il faut qu'on la recherche, il faut qu'on sache que ces enfants peuvent avoir une hernie diaphragmatique. Alors, le pourcentage de ces anomalies, donc les personnes qui ont les synophrys, le Cornelia de Lange, c'est presque 98%. Ils ont une difficulté d'alimentation, donc il faut qu'on les accompagne. Parfois, on fait des sondes pour qu'ils puissent être alimentés. Il y a un retard mental et bien sûr des troubles cardiaques congénitaux. On va voir les types d'anomalies congénitales. Alors là, c'est un tableau que j'ai trouvé qui est intéressant par rapport à ces relations phénotype-génotype. Et donc, on voit que le gène le plus fréquent, il y a beaucoup, la forme sévère. C'est la forme sévère, c'est le gène qui est retrouvé dans 70% des cas. Alors là, c'est un Cornelia de Lange qui n'a pas tous les traits. C'est un bébé qui n'a pas d'anomalie des extrémités, mais il avait un retard psychomoteur et cet aspect, et l'étude génétique a confirmé qu'il a un des gènes de Cornelia de Lange. Alors, démarche diagnostique, on le suspecte. Les généticiens vont demander un prélèvement salivaire ou biopsie de peau et on va identifier le gène pathogène. Quand c'est atypique, donc prélèvement sanguin et la recherche de la mutation, prise en charge, donc les complications médicales, assurer et coordonner un accompagnement précoce spécialisé médical et paramédical, l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique dans le sens que cet enfant a besoin d'une prise en charge, expliquer à la maman comment le prendre en charge, quelles sont l'ergonomie, c'est-à-dire c'est des patients de petite taille, il faut adapter leur environnement à leur taille et bien sûr un accompagnement global du patient et de sa famille. Alors, les pathologies associées, il y a des anomalies de croissance, on l'a vu. Il faut faire une radiographie du poignet parce que ces enfants ont un âge osseux qui est parfois retardé et qui nécessiterait l'hormone de croissance. Et donc, du coup, on contacte nos collègues endocrinopédiatres pour démarrer l'hormone de croissance. Et souvent, un traitement hormonal substitutif peut leur permettre d'avoir une taille qui serait meilleure que s'ils ne le prennent pas. Le problème de ces enfants, par la suite, ils ne s'alimentaient pas.
Mais après, il y a le risque d'obésité. Et du coup, il y a une prise en charge adaptée. Et c'est des enfants qui, à l'âge de la puberté, doivent aussi être pris en charge. Donc là, c'est un calendrier des consultations sur le plan ophtalmologique, ORL, urologique, cardiaque, parce qu'ils ont des cardiopathies qui sont présentes, mais parfois, ils doivent être suivis. Donc là, c'est la prise en charge, voilà, les neurologues, le généticien, le pédopsychiatre, l'examen dentaire, la prise en charge par les pédodontistes, c'est important parce que ces enfants qui ont un problème de rétro-organisme, ils peuvent faire des apnées de sommeil. Et du coup, la prise en charge ORL, il ne faut pas la bannir. Et c'est des enfants, s'ils ont l'apnée de sommeil, ça donne des difficultés de leur qualité de vie le jour. Et il faut les prendre en charge correctement. Donc, n'oublions pas de les adresser chez le pédodontiste. Et aussi, dans l'examen dysmorpho, une chose que je n'ai pas précisée, c'est l'examen endobuccal. C'est important de rechercher des fentes palatines qui peuvent passer inaperçues. Ou parfois des fentes palatines à minima. Qu'est-ce que c'est une fente palatine à minima? C'est parfois une luette bifide. Alors, une luette bifide ou une luette absente, c'est signe de fente vélaire, qui parfois peut donner une voix nasonnée, des reflux, troubles d'alimentation. Et du coup, dès qu'on a un enfant qui vomit beaucoup, qui a un trouble d'oralité, trouble de déglutition, adressez-le vers l'ORL. Et aussi, il y a une prise en charge orthodontique pour qu'il puisse prendre en charge. Juste une petite remarque. Donc, quand on cherche le problème donc, de fente, il ne faut pas regarder le palais, il faut faire le toucher du palais. Des fois, on trouve la muqueuse et on ne trouve pas l'os au-dessus. C'est très important. Et je suis parfaitement d'accord, c'est vrai qu'il faut toucher, mais aussi à l'œil, c'est plutôt un palais bleuâtre, parce qu'il n'y a pas le muscle qui va le rendre rose. Donc si on a un palais qui est bleuâtre, un peu sombre, c'est peut-être il y a une déhiscence des muscles du palais, et il n'y a que la muqueuse. Donc c'est une fente musculaire et non muqueuse. La muqueuse est là, mais les muscles, et c'est des enfants qui font des reflux et problèmes. Ça peut être dans le cas d'un syndrome particulier. Mais il n'y a pas quelque chose de spécifique? Non, non spécifique. Une luette bifide, alors toutes les anomalies du palais, une fente palatine, muqueuse et musculaire, osseuse, une luette bifide, une fente vélaire, que la partie musculaire est muqueuse. Il faut rechercher un syndrome dysmorphique et un syndrome particulier. Ça peut rentrer dans un syndrome particulier. Tu vois ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On sait par quoi? Voilà, si tu as que ça, et tu as peut-être une autre anomalie, retard psychomoteur, trisomie 21. S'il n'y a que ça, il faut voir s'il n'y a pas de reflux, s'il s'alimente bien. Il faut bien sûr le prendre en charge sur le plan d'oralité et de déglutition. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher, faire une écho-cœur Oui, rechercher d'autres malformations. De toute façon, en dysmorphologie, toute anomalie, ça appelle à la recherche d'autres malformations. Bien sûr, il faut faire un examen soigneux. Tu me l'adresses. D'accord. Donc, ces enfants, donc ça c'est pour récapituler, donc ils font des malformations associées, prise en charge multidisciplinaire, font des scolioses, des cardiopathies congénitales, surtout sténose aortique, et voilà, donc prise en charge psychologique et psychiatrique, c'est important parfois. C'est des enfants qui développent troubles de la santé mentale aussi. Voilà. Alors la deuxième patiente, c'est une patiente qui me tient à cœur. Alors elle m'a été adressée à l'âge de 8 ans. Elle a maintenant 13 ans. Je l'ai vue ce jeudi dernier, donc cette semaine. Elle a 13 ans. Qu'est-ce qu'elle a, cette petite?
elle a un nanisme. Elle a un nanisme. C'est une petite qui a 8 ans. Ça, elle avait à peine 8-9 ans. C'était en 2018. Elle est née en 2010. C'est une petite qui est née dans un hôpital provincial. Elle avait un âge gestationnel, d'après la maman, à 7-8 mois de grossesse. Elle pesait à peine 800 grammes. Elle pesait à peine 800 grammes, mais stable sur le plan hémodynamique. Elle est restée hospitalisée pendant 3 mois dans cet hôpital, dans leur structure de néonat. Après, la maman a décidé de la faire sortir. La petite ne grossissait pas, elle ne prenait pas de taille, et la maman avait d'autres enfants, donc elle a pris sa petite avec elle à la maison et s'est en occupée. Cette petite a eu un retard psychomoteur, la position assise retardée, la marche retardée, la parole retardée. Et c'est une petite qui ne grossissait pas, qui ne prenait pas de poids. Et elle avait décidé de reconsulter. On l'a adressée en consultation. Et là, cette petite, vous voyez, un nez, aspect d'oiseau, nez en tête, donc la tête, donc ça a un aspect longiligne, les oreilles un peu décollées. Elle mesurait à peine les 75 cm, sinon un peu plus. Voilà. Donc, elle est adressée pour un nanisme sévère. Des parents qui ont une taille dans les normes. Bon. Et c'est une maman qui est jeune, pas de consanguinité, fratrie bien portante. Et vous voyez, je ne sais pas si c'est bien visible, c'est peut-être moins 5 déviations standards. C'est une grossesse qui n'a pas été suivie. Voilà, poids de naissance 800 grammes d'après la maman, prise en charge en hospitalier 3 mois, développement staturopondéral psychomoteur retardé, croissance insatisfaisante, et qu'elle arrive en consultation pour sa dysmorphie faciale et son nanisme. Et elle pesait à l'âge de 8 ans 8 kilos et 77 cm avec une microcéphalie. Donc on a un retard de croissance intra-utérin, anténatal et un retard de croissance postnatal, donc sévère, nanisme, microcéphalie. C'est quel syndrome? Pardon? Non. Syndrome de séquelles. Le syndrome de séquelles, alors ils ont des anomalies dentaires. Alors c'est quoi? Alors le syndrome de séquelles, c'est un nanisme microcéphalique et il fait partie des nanismes proportionnés et sévères à début prénatal et persistant en postnatal, sans anomalie, malformation particulière, sauf, c'est très rare, elle est autosomique récessive, ils n'ont pas de cas similaires dans la famille. C'est une dysmorphie faciale en tête d'oiseau avec un retard mental. Alors notre patiente, elle a un retard mental et c'est un syndrome où il y a 9 gènes qui ont été identifiés et ces gènes, ces anomalies sont dues à une anomalie de fonction au niveau des centrosomes et cette anomalie au niveau des centrosomes va être à l'origine de perturbations de l'homéostasie de la prolifération cellulaire avec une réduction de la masse corporelle globale. Alors, le syndrome de séquelles
fait partie de plusieurs syndromes dans le cadre de nanisme ostéodysplasique. Donc là, c'est l'explication des retards donc des retards de croissance intra-utérin et la perturbation moléculaire et protéique. Donc on voit là le syndrome de Seckel qui est dû à une perturbation d'une régulation intracellulaire. Il y a le syndrome de Noonan, il y a le syndrome, d'autres syndromes ici qu'on peut-être on les verra dans des cas cliniques. Alors, ce syndrome, je vais revenir ici pour parler de ces nanismes ostéodystrophiques. Donc là, le Seckel, il a la microcéphalie, il y a les anomalies, le nez en bec, donc en forme de bec, ce qu'elle a notre patiente. Il y a aussi une altération donc de sa fonction intellectuelle, retard mental, et les autosomiques récessives. Il y a la forme, le type 1 et 3, où il y a d'autres anomalies associées, mais les gènes différents. Mais il y a aussi le syndrome de Silver-Roussel, où la taille, il y a une macrocéphalie, et c'est le retard au niveau du poids et de la taille. Donc voilà, un syndrome de Seckel, quand vous l'avez vu, vous ne l'avez plus le rater. D'ailleurs, j'ai une autre petite patiente, mais moins sévère que celle-là. Alors, c'est une petite qui était très active. Elle voulait partir à l'école. Elle était scolarisée à l'âge de 8 ans. Puis, elle est arrivée au CM5. Après, quand je l'ai vue la semaine dernière, elle n'a plus voulu partir à l'école. Elle a refusé. Pas du tout, d'après la maman, mais elle a refusé. Sûrement, c'est des parents qui habitent en rural. La maman, et c'est une petite qui a développé des pathologies, notamment orthopédiques. Elle a développé une kyphoscoliose et luxation de hanche. Et d'ailleurs, elle est suivie en orthopédie, mais vu sa taille, mais vu sa situation, c'est une prise en charge orthopédique ambulatoire. C'est des enfants qui font des problèmes hématologiques associés, problèmes endocriniens d'insulinorésistance, elle est pubère maintenant. Elle a des problèmes oculaires, les pathologies parfois cardiovasculaires, et c'est ça que je voudrais insister. Parce qu'en relisant la littérature, j'ai trouvé qu'ils font parfois des bradycardies, parfois des troubles de rythme et parfois des sténoses vasculaires. Il y a eu un papier, je vais vous le montrer, récent, et ils font des troubles neurologiques, hyperactivité, troubles de l'attention, spasticité, convulsions parfois. Alors cette petite n'a jamais convulsé, elle n'a pas de souci particulier, sauf ce qui la dérange plus, c'est son problème de luxation de hanche. Et bien sûr, ces enfants ont besoin d'une prise en charge globale, intégrée, avec un projet de vie adapté sur le plan ergonomie, environnement. Voilà. Alors là, c'est pour parler, je ne sais pas si, des anomalies vasculaires qui a été observée dans le syndrome de Seckel. Ils font le moya-moya, donc anomalie vasculaire au niveau cérébral. Ils font des anévrismes. Ils peuvent faire des hypertensions artérielles malignes. Donc c'est décrit. Et c'est des enfants, bon là c'est 9 ans, 16 ans, donc à l'adolescence et parfois même à l'âge adulte par la suite. Donc c'est des enfants qui doivent bénéficier d'un suivi. Alors cette petite, c'est un cas que j'ai trouvé dans la littérature qui a fait une sténose artérielle au niveau du membre inférieur. Et donc, donc un syndrome de Seckel peut nous faire des ulcérations sur sténose artérielle. Il faut les prendre en charge. Donc c'est lourd, c'est difficile. La prise en charge est multidisciplinaire. C'est des enfants qui nécessitent beaucoup d'attention. C'est lourd, il n'existe pas de traitement particulier. Les essais d'hormones de croissance sont très limités.
Et d'ailleurs, même quand on a vu le professeur Verlos et l'équipe, il y a Zineb en endocrinopédiatrique, ce n'est pas indiqué parce qu'ils vont augmenter de quelques centimètres, qui n'est pas bénéfique pour eux dans la littérature. Donc, j'ai trouvé ce papier qui dit que peut-être il y a un traitement par molécule, peut-être, c'est encore au stade donc, de conception et ce n'est pas encore commercialisé, ce n'est pas encore bien étiqueté. Alors le troisième cas clinique, qu'est-ce qu'il a, ce petit? C'est une achondroplasie, oui. Alors, l'achondroplasie, c'est des enfants qui ont un PC qui est normal, donc une tête, une macrocranie ou bien pas de retard au niveau cérébral. C'est une transmission dominante. Il y a le risque d'hydrocéphalie, donc demandez toujours l'IRM. Il y a risque d'apnée de sommeil chez ces enfants, donc demander et faire un examen ORL et surveiller leur apnée de sommeil. Ils risquent de faire des kyphoses dorsales et une hyperlordose lombaire. Donc, dès la naissance, avant la marche, il faut qu'ils soient suivis en orthopédie. Il faut les adresser en orthopédie et une prise en charge de rééducation psychomotrice et de kinésithérapie. Il y a aussi l'obésité par la suite. Mais sur le plan intelligence, ils sont normaux. Le quatrième cas, c'est une microcéphalie. Alors, devant toute microcéphalie, bien sûr, rechercher ce qui pourrait être évitable, les pathologies infectieuses, toxiques, les habitudes alcoolo-tabagiques maternelles, mais il y a aussi l'origine génétique qui peut être familiale et bien sûr, c'est le neuropédiatre qui s'en occupe pour les pathologies génétiques. Alors, il y a maintenant le syndrome de Williams-Burn dont je vous ai parlé. Donc, c'est une petite qui doit avoir maintenant l'âge de 18 ans, 20 ans. Bon, là, c'était en période néonatale. Elle était hospitalisée en néonatologie. Elle avait un retard de croissance et une hypotonie. Mais on n'avait pas identifié le syndrome de Williams-Burn en période néonatale. Il y avait l'hypotonie, le retard de croissance intra-utérin, on ne savait pas, parce qu'en dysmorphologie, il faut laisser aussi l'enfant grandir pour qu'il y ait l'apparition d'autres signes et évaluer le développement psychomoteur. Donc, c'est un syndrome microdélétionnel. La fréquence est de 1 sur 20 000 à 25 000. Il y a la dysmorphie faciale, il y a le nez bulbeux, narine antéversée, les lèvres charnues inférieures et lèvres éversées, et le philtrome qui est long. Il y a le retard psychomoteur, le retard de croissance pré- et postnatale, les atteintes rénales, cardiopathie congénitale, sténose aortique, supravalvulaire, sténose de l'artère pulmonaire. Et il y a aussi trouble du métabolisme phosphocalcique, c'est l'hypercalcémie néonatale. Donc, on a un petit poids, hypotonie, hypercalcémie néonatale, on fait une écho-cœur, on trouve la sténose de l'artère pulmonaire. Pensez Williams-Burn et faites la recherche génétique et l'adressez en consultation génétique. Ils font beaucoup de reflux. Et qui dit reflux chez un tout petit, difficulté d'alimentation. Et qui dit difficulté d'alimentation, petit poids. Et qui dit reflux, des troubles du sommeil et peut-être même apnée de sommeil. Ils font parfois des diarrhées. Donc, pensez aussi à des pathologies associées à maladie cœliaque. Ce n'est pas parce qu'elle a la pathologie génétique qu'on ne va pas rechercher une autre pathologie auto-immune associée. Et bien sûr, il y a aussi le risque d'une puberté précoce. Alors, ils font des otites séreuses, strabisme et bien sûr, retard du langage et toujours faire un examen ORL et ophtalmologique. Alors là, voilà, on a dit ça. Oui. Oui. Nous, avec l'aide de l'échographie, souvent on fait le diagnostic à contre-courant. Et par exemple, l'enfant vient, on ne sait pas encore que ça veut bien, mais il a un rétrécissement optique supravalvulaire, une hypoplasie des branches, et en le regardant mieux, on dit au pédiatre qu'il faut chercher le Williams. Et comme
Bien sûr, et c'est l'intérêt de la collaboration multidisciplinaire et le parcours de soins pour ces enfants, bien sûr. Alors, je pense qu'on a encore... bon, c'est pas grave. Alors là, le syndrome de Mébius. Donc, le syndrome de Mébius, paralysie unilatérale ou bilatérale du visage, déformation des pieds, des mains, des doigts. C'est une prise en charge, bien sûr. Il y a difficulté d'alimentation. Donc, c'est un bébé qui avait été pris en charge pour son problème d'alimentation au début, sa croissance, et puis après, il a été pris en charge par les ORL, par les pédodontistes. Il avait aussi le problème d'élocution. C'est un enfant qui a été scolarisé. Ils ont des anomalies dentaires. Il y a la prise en charge et le soutien psychologique, c'est important de ces bébés-là. De tout bébé qui est atteint donc, de dysmorphie, mais encore plus, c'est un bébé qui sont conscients et une prise en charge globale et intégrée. Alors là, c'est la chondroplasie, et là, c'est une petite. Elle a la trisomie 21, mais elle avait en plus un retard de croissance. C'est une maman de 19 ans. Elle a une petite taille, la maman. Et donc là, cette petite, peut-être, elle peut avoir aussi un déficit en hormones de croissance. Et ce qui serait aussi intéressant, il y a un papier qui parle que le fait de donner de l'hormone de croissance à ces enfants trisomiques améliorerait leur quotient intellectuel, point d'interrogation. Mais là, j'avais discuté avec Zineb, pourquoi pas faire en profiter nos petits patients si possible. Est-ce qu'il y a la possibilité? Et puis on va voir, pourquoi pas, si ça pourrait améliorer leur vécu et leur quotidien. Alors, et parfois, on peut être devant un bébé en retard de croissance, avec une phocomélie, anomalie d'un membre, isolé. Qu'est-ce que c'est? On peut ne pas avoir de diagnostic, faire un cariotype. Et cariotype, et bien sûr un bilan malformatif, rechercher une notion de prise médicamenteuse, d'irradiation, d'infection. Et là aussi, c'est un enfant qui avait une arthrogrypose avec un syndrome particulier. Donc là, on fait un cariotype, l'avis des généticiens, un bilan malformatif. Parfois, on n'arrive pas au diagnostic. Donc, on peut avoir un diagnostic ou bien il faut un peu laisser le temps au temps pour qu'on puisse arriver au diagnostic. Alors, donc, ce qu'on peut dire, si on peut résumer. Devant des angiomes de la face comme ça, est-ce que vous faites le scan systématique? Oui, bien sûr. Pour rechercher au niveau cérébral, bien sûr, on fait un bilan. C'est Sturge-Weber. Si on a un enfant qui a un angiome frontal comme ça, il faut faire un scanner pour voir s'il n'y a pas une extension de l'angiome au niveau du cerveau. Ça donne énormément d'épilepsie. Et puis, associer le tout. Pourquoi il a cette arthrogrypose avec ces anomalies vasculaires associées. On l'adresse en consultation de génétique pour faire une discussion collégiale. Alors, donc, si on peut retenir, le rôle du pédiatre, c'est d'assurer une prise en charge intégrée et multidisciplinaire par une approche diagnostique, dépistage ou diagnostic précoce, l'annonce. Le pédiatre a une place très importante dans l'annonce et la réussite de la relation parent-enfant, prise en charge des pathologies associées. Donc, il faut qu'on sache que l'intérêt de la collaboration multidisciplinaire et multiprofessionnelle avec les professions associées, rééducation, l'orthophonie, la neuropsychologue. Et il y a des neuropsychologues qui nous permettent d'évaluer la relation et l'interaction parent-enfant, évaluer le pronostic et bien sûr identifier les mesures préventives adéquates.
Donc, suivi de l'enfant, on a vu la croissance, le développement psychomoteur, l'état bucco-dentaire, n'oublions pas la prise en charge bucco-dentaire, l'alimentation, la vaccination, n'oublions pas de les vacciner, et la prévention secondaire et leur intégration socio-éducative qui est aussi importante. Donc, les pathologies associées à un enfant qui a un syndrome particulier, il a le droit de faire une maladie cœliaque. Il a le droit de faire une pathologie auto-immune associée. Et ce n'est pas parce qu'il a cette pathologie qu'on oublie d'identifier les éventuelles pathologies que peut faire cet enfant. Et bien sûr, démarche préventive, c'est le conseil génétique pour le couple, si c'est une pathologie génétique, préventive, si c'est une pathologie évitable. J'en ai parlé, l'intégration socio-éducative. Alors, pour conclure, c'est l'intérêt, donc je reviens à ce qu'a dit Abdelilah, donc c'est précisé, l'intérêt de collaboration obstétrico-pédiatrique et avec aussi une collaboration multidisciplinaire, l'importance de l'examen systématique à la naissance, le dépistage néonatal, durant l'enfance, diagnostic, traitement, le suivi, la surveillance, le pronostic, les actions préventives pour les dysmorphies évitables. Si on peut agir par rapport à ces pathologies qui sont douloureuses, aussi bien pour le médecin, la famille, la société, c'est éviter supplémentation en acide folique, vaccination contre la rubéole, prévenir, identifier si la maman a une pathologie particulière, la phénylcétonurie. Peut-être, parfois, on a des mamans qui ont un retard et ne comprennent rien, alors qu'on n'arrive pas, on l'adresse. Et puis, il y en a un souci aussi de ces enfants qui arrivent à l'âge adulte. À qui on va les adresser? Il faut qu'on ait des médecins, un relais et une transition vers l'âge adulte. Et ces enfants, parfois, arrivent même à l'âge... Bon, Asika, il a un adulte de 36 ans, et après, il va peut-être avoir 65 ans. Qui va le prendre en charge? Donc, il faut qu'il y ait une collaboration durant les différents cycles de vie. Et bien sûr, le rôle du pédiatre. Si je peux insister, en plus de tout ce qui est médical, c'est surtout les difficultés psychologiques liées à la maladie. Il faut qu'on prenne le temps d'orienter les parents pour une prise en charge psychologique. Parce que souvent, les parents sont réticents. Moi, quand je parle à la maman ou au père, je vois la maman déprimée, qu'elle parle en pleurant, et après, quand je lui dis « essayez d'avoir un avis psychologique », « non, 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 je suis bien ». Alors que, donc, il y a le déni de cette douleur psychologique et accompagner le patient et sa famille dans l'adhésion et au suivi au long cours. Parce que souvent, par exemple, cette maman qui a le syndrome de séquelles, je lui ai dit, il faut que je la revoie. Parce qu'elle est maintenant pubère, elle est à l'adolescence, et ils font les pathologies cardiaques en fin d'adolescence, selon les derniers écrits que j'ai trouvés. Dit non, moi je suis à la campagne et ne se plaint de rien. Donc il faut qu'on motive les parents à revenir, et c'est très difficile, et optimiser, harmoniser la prise en charge et le suivi pour que ces enfants aient un parcours de soins adapté et harmonisé et bien sûr fluide pour ces enfants. Je pense que j'ai terminé. Merci. Alors, j'ai encore une plaque, une ou deux. Alors là, j'ai résumé une réflexion, et selon la lecture et dans un écrit que j'ai trouvé, on a un poids et une taille entre -2 et -4 déviations standard et un PC normal. Pensez surtout au Noonan et au Silver Roussel. Si on a en plus le PC qui est touché, c'est le syndrome de Cornelia-de-Lange. Mais toujours entre -2 et -4 déviations. Quand c'est un anisme, pensez au nanisme ostéodysplasique, entre autres le séquelle. D'accord? Donc, c'est des petits repères. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure? Il faut que ces enfants aient un projet de vie individualisé. Que ça soit clair pour les parents. C'est lourd pour le professionnel de santé. C'est lourd, mais que ces enfants puissent être épanouis
mieux intégrés dans leur entourage, mieux soignés. Et pour cela, il faut qu'on connaisse ces pathologies et développer cette discipline en pédiatrie. Et je vous remercie.